si tout le monde vivait comme un Belge moyen, habitait, se consommait, se déplaçait, se nourrissait, s'habillait comme un Belge, il faudrait les ressources de 4 planètes. Mais nous n'en avons qu'une. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'économie mondialisée qui est la nôtre, les entreprises évoluent à une vitesse intense. Elles font face à de nombreuses évolutions. La transition énergétique, la mobilité ou encore la protection de l'environnement en font partie. Alors pour aider ces entreprises à construire une Belgique plus forte en 2030, la Fédération des entreprises de Belgique a édité un mémorandum électoral. Quels sont les points communs entre ce mémorandum, cet agenda et les programmes des formations politique, eh bien, dans Let's Talk Elections, c'est ce dont nous débattons avec des présidents de partis flamands et francophones. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marc Nollet, il est coprésident d'Ecolo. Bonjour Jean-Marc Nollet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Peter Timmermans. Vous êtes CEO de la FEB. Jean-Marc Nollet, 2024, c'est une année électorale. Alors il y a plusieurs scrutins. Ce genre d'année, c'est susceptible de vraiment rebattre les cartes. Alors est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous espérez des résultats comme ceux des élections précédentes? C'est un grand moment de démocratie et c'est extrêmement important. La Belgique a pu tenir son gouvernement fédéral pendant 5 ans. Souvent, dans l'histoire de la Belgique, on sait que les gouvernements tombaient. Ici, malgré les crises, ce gouvernement a pu tenir. Effectivement, c'est un rendez-vous important parce qu'il porte sur toutes les élections en un an. On a de bons espoirs. On sait aussi que nos enjeux sont au centre de cette campagne électorale. Quel type de transition voulons-nous? Transition écologique, transition énergétique, la réconciliation de l'emploi, de l'environnement et des dimensions sociales, c'est au cœur de notre projet. Alors Peter Timmermans, vous, les dernières semaines, vous les avez occupées de rencontres politiques et vous avez déjà, dans ce studio, débattu des mêmes questions, parfois avec une série de présidents de partis. Quel est votre ressenti aujourd'hui, à quelques mois des élections? Mais j'étais positivement étonné de la richesse du débat. Pour une fois, on ne discute pas en 30 secondes, on discute du fond du sujet. Et deuxièmement, j'ai remarqué que la plupart des partis politiques sont convaincus que notre pays a besoin de réformes structurelles. Les recettes ne sont pas les mêmes, ça c'est pas grave, ça c'est la richesse des débats, mais qui est un besoin de réformes au niveau du marché du travail, au niveau de la fiscalité et autres, c'est certain. Et troisième élément que je retiens, c'est un élément positif. Beaucoup de présidents de partis ont parlé de la nécessité de recherche et développement pour notre pays, d'une économie circulaire, par exemple, des mesures vraiment concrètes en termes de mobilité. Je sais que ce sont 2 thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Et donc voilà, ça me fait dire que, oui, un bon débat avec du contenu, et c'est ça ce qu'aiment nos membres, ils aiment savoir qu'est-ce que pensent les présidents par rapport aux défis à relever dans les 5 ans, 6 ans à venir. Alors vous le savez, 3 thèmes sont abordés au cours de chaque émission et le premier, il est choisi traditionnellement par le président de parti invité. C'est Jean-Marc Nollet donc, qui a choisi ce premier thème et il a sélectionné l'économie circulaire. Alors Jean-Marc Nollet, question traditionnelle, première question pour vous dans l'émission. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème? Mais avant de vous laisser nous répondre, je voudrais quand même préciser que récemment, lors d'un congrès, vous avez déclaré que 100 000 emplois directs devraient être créés en Belgique d'ici 2030, uniquement sur le marché de l'économie circulaire. Voilà, et voilà déjà une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce thème. L'économie circulaire nous permet de créer de l'emploi localisé chez nous. On sait que notre économie aussi a beaucoup souffert de délocalisation, d'achat vers d'autres continents, en fait. L'idée de l'économie circulaire, c'est d'utiliser les ressources qui sont déjà chez nous, aussi donner de la durabilité aux différents éléments et aux différents produits de consommation, et puis c'est tenir compte des limites de la planète. Et tout ça mis ensemble, ça donne un beau projet qu'à Bruxelles, notre secrétaire d'État a pu porter et traduire concrètement, main dans la main,
avec les entreprises. Alors justement, votre secrétaire d'État, eh bien, elle va nous rejoindre dans peu de temps, puisque ce thème s'inscrit parfaitement dans la stratégie développée par la FEB pour une Belgique plus forte à l'horizon 2030. Notre pays, il faut le savoir, est leader européen en la matière. Pour évoquer ce qui se fait déjà chez Ecolo et ce que vous proposez aussi d'améliorer via votre programme, eh bien, c'est Barbara Tract que vous avez invitée. Elle est donc secrétaire d'État à la région Bruxelles-Capitale. Elle est chargée de la transition économique et de la recherche scientifique. Bonjour Barbara Tract. Bonjour. Alors, Ecolo veut promouvoir des modèles économiques durables et innovants. Quelles sont vos propositions en la matière ? En effet, donc l'heure est à la transition économique, l'heure est à la circularité. On sait qu'aujourd'hui, le modèle actuel, le modèle d'économie linéaire, est insoutenable en fait. C'est un modèle qui extrait les ressources naturelles, qui ensuite les transforme, qui les consomme et puis qui les jette. Il produit énormément de déchets, il produit également énormément de pollution. Il gaspille également tant les ressources naturelles que l'énergie. Il contribue au dérèglement climatique. Mais tout ça, en fait, ce n'est pas une fatalité. La grande chance qu'on a en Belgique et en Europe, c'est d'être sur un continent d'innovation, un continent à haute valeur ajoutée et d'avoir des entreprises qui s'engagent et qui sont des leviers de changement. De nombreuses entreprises ont en effet déjà compris, et soit elles s'y engagent pour se protéger elles-mêmes par rapport aux chocs futurs, elles l'ont compris notamment à la suite des crises qu'on a connues tout récemment. D'autres s'engagent parce qu'elles identifient les opportunités économiques qu'il y a à saisir dans cette économie de demain qui sera une économie décarbonée et une économie qui sera beaucoup plus sobre en termes d'utilisation de ressources naturelles. Et on l'a vu à Bruxelles, il y a déjà 10 ans, la région bruxelloise avait adopté des règles avant-gardistes en termes de performance énergétique des bâtiments. Et ça a permis au secteur de la construction, là aussi, d'être avant-gardiste, de développer un savoir-faire et d'être des pionniers de la construction durable, de la construction très basse énergie, des pionniers qu'on nous envie dans le monde entier. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui avec l'ensemble des secteurs de l'économie, avec notre stratégie de transition économique. On modifie, on réoriente les outils de développement économique de la région, de financement, d'accompagnement, d'hébergement des entreprises sur notre territoire, pour qu'elles aussi soient avant-gardistes, pour saisir ces opportunités-là, pour être maîtres de leur destin. C'est en effet bon pour l'environnement, c'est bon pour la création d'emplois, comme vous l'avez dit il y a un instant, et c'est aussi bon pour des opportunités économiques, pour ces opportunités que les entreprises peuvent saisir. Merci, Madame la Secrétaire d'État. Alors au niveau européen, la Belgique est pionnière et ce n'est pas la première fois, vous savez, que nous abordons cette question. Alors si chez vous, vous vous dites qu'on a déjà fait le tour, eh bien croyez-moi, il y a encore beaucoup à dire, ne serait-ce que Peter Timmermans à propos des pierres d'achoppement contre lesquelles butent encore les entreprises aujourd'hui. Mais d'abord, rappelons 2 chiffres. Je voudrais vraiment les citer. Le taux de recyclage, c'est à peu près 80%. Donc nous sommes vraiment parmi le top 3 au niveau européen. Et deux, le taux de circularité, nous sommes également le second pays de la zone euro. Donc nous pouvons être fiers de cela. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration possible. Et un élément que j'entends beaucoup, c'est qu'en Belgique, il y a 3 régions qui s'occupent de cette matière. Et il y a un manque de collaboration, de vision commune. Également au niveau du financement de certains projets, des subsides et autres, ayons une sorte de plateforme commune, une approche commune. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de différence possible entre les régions. Je sais que certaines compétences sont régionalisées, donc pas de problème avec ça, mais qui est une vision quelque part commune à développer au début de la législature, parce que c'est extrêmement important et nos entreprises sont vraiment convaincues qu'il faut aller dans ce sens-là. Les 2 chiffres que je viens de citer le preuve d'ailleurs. Vous, la plateforme dont on vient de parler, c'est suffisant pour vous? Vous avez d'autres idées encore pour améliorer les choses, cette coordination entre régions? En tout cas, c'est nécessaire. Parce que ce que dit M. Timmermans est tout à fait juste. Alors, on a l'exemple ici de ce que Barbara Tract a fait à Bruxelles, et je crois que ça peut se développer aussi dans d'autres régions, en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, mais il faut que ce soit cohérent.
C'est un peu ça l'appel, et je le retiens et je l'envisage parfaitement dans le cadre notamment de la coordination que peut jouer le gouvernement fédéral en la matière. Mais je voudrais revenir sur le choix aussi du thème, parce que moi je suis fier de mettre en avant des choses où la Belgique est pionnière, où la Belgique est première, deuxième, troisième. On a trop souvent en Belgique la volonté de pointer du doigt ce qui ne va pas. Et il y a des choses qui ne vont pas, et on y reviendra certainement. Les embouteillages sur la mobilité ou d'autres problèmes, c'est clair. Mais ici, on a développé des compétences en Belgique, les entreprises et le politique en articulation, qui font qu'on peut se présenter comme leader en la matière. Mais leader dans un secteur, ou plutôt dans une conception de l'économie, qui est absolument vitale. Parce que, moi je vais citer un autre chiffre, mais aujourd'hui, si tout le monde vivait comme un Belge moyen, habitait, se consommait, se déplaçait, se nourrissait, s'habillait comme un Belge, il faudrait les ressources de 4 planètes. Mais nous n'en avons qu'une. Et donc forcément, l'idée de la circularité, de la réutilisation, avant même le recyclage, la réutilisation, c'est-à-dire fabriquer aussi des objets qui sont durables, qu'on peut réparer aussi chez nous, sans devoir les transférer, sans devoir les jeter. Ça, c'est l'économie circulaire. Mais je suis d'accord, ça n'a aucun sens de dire on le fait d'un côté à Bruxelles et avec des règles totalement différentes en Flandre ou en Wallonie. Parce que les mêmes objectifs doivent être concrétisés dans de mêmes types de mesures. Et si je peux ajouter un élément, on est très fiers sur nos vaccins. Oui. Et on fait de la promotion partout au monde. Moi, j'aimerais que lors des missions économiques par la princesse Astrid ou par le roi ou par les ministres, qu'on met aussi en avant notre savoir-faire, notre connaissance, notre recherche et développement en termes d'économie circulaire. Ça, pour moi, ça pourrait devenir un produit d'exportation. Et en plus, c'est vers ça que le monde devra aller. Ouais. C'est pour ça que j'ai insisté. On a une longueur d'avance. On a une longueur d'avance, profitons-en, exportons-le. Alors justement, pour en profiter, un des défis, quand même, Peter Timmermans, qui s'impose aux entreprises, c'est de parvenir à recycler des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas recyclables, parce que peut-être on n'a pas encore la technique, mais parfois c'est pire encore, c'est recyclable, on a la technique, mais on ne le fait pas parce que ça coûte trop cher ou parce que c'est trop compliqué. Et donc là, il faut faire intervenir la recherche et le développement. On a vu des entrepreneurs ici sur ce plateau qui ont créé des choses formidables pour recycler un peu mieux. Ce que vous demandez, vous, on est fort en matière de R&D et d'aide à la recherche et au développement en Belgique, mais vous demandez encore une amélioration, vous demandez au prochain gouvernement de la stimuler encore plus? Mais je pense que la première chose à faire en termes de recherche et développement, c'est gardons ce qui existe déjà. Je sais pertinemment que certains ont voulu réaménager, adapter, modifier, voire même réduire le soutien à la recherche et au développement. Ça, il faut éviter à tout prix, parce que la seule chose dont on dispose, c'est ce qui se trouve entre nos deux oreilles. Mais moi, j'aimerais dire que l'économie circulaire, c'est plus que le recyclage. Oui. C'est penser les objets dès leur création pour qu'ils puissent être ultérieurement réparés, pour qu'ils puissent être réutilisés et pour qu'en fin de cycle de vie, on puisse plus facilement en décomposer les différents éléments et les réutiliser comme nouvelles ressources dans les productions futures. Le recyclage est un peu contraint et forcé. On n'a pas pensé les objets au point de départ, mais on essaye après coup, ce qui nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et parfois des difficultés pour récupérer élément par élément. Si on les conçoit dès le début, et il y a beaucoup d'innovation en la matière aussi, donc de recherche et développement, et là je vous rejoins, si on les conçoit pour les introduire dans une économie qui sera circulaire, alors on gagne beaucoup d'étapes ultérieures aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi à un moment alors un retour en arrière, mais qui n'est pas un retour en arrière dans le mauvais sens du terme, mais on voit l'obsolescence programmée de certains articles, ça a quand même été quelque chose qui a vraiment retenu l'attention du monde politique pendant tout un temps. Cette obsolescence programmée, pour ne plus l'avoir, il faudrait revenir en arrière. Parce qu'avant, finalement, c'était plus circulaire que maintenant. Alors, pour partie, oui, et pour partie, non. Mais vous pointez du doigt un vrai enjeu. L'obsolescence organisée, le fait qu'on ne sache pas réparer les radios, ou que... moi, je pense qu'il y a de plus en plus un besoin là de mettre des règles européennes. On s'entend bien sur ce volet-là. Parce que c'est pas aussi mondial, parce qu'il y a quand même beaucoup d'objets qu'on consomme qui viennent pas d'Europe. Alors justement, c'est un problème. Selon moi, l'Europe est suffisamment large, plus de 500 millions d'habitants, de consommateurs, pour avoir ses propres règles et se protéger par rapport à... Alors,
on va dire l'envahissement, mais l'arrivée sur l'importation sur le marché, mais c'est parce que c'est en volume énorme, c'est pour ça que je me permettais cette expression-là, l'arrivée sur le marché de produits qui sont de moins bonne qualité, qui vont devoir être jetés très rapidement, qui coûtent peut-être un peu moins cher au point de départ, mais qui, sur la durée de vie, on doit en acheter beaucoup plus souvent, sont en fait plus chers dans le réel. Et donc il y a là toute une réflexion qui doit être menée aussi à l'échelle européenne, pour renforcer les éléments d'éco-innovation et de circularité dès la création des objets et des produits. Peter Timmermans, vous, aujourd'hui, vraiment ce pourquoi vous plaidez à l'approche de la création de ces nouveaux gouvernements, avant les élections même, c'est pour qu'il y ait beaucoup plus de coordination au niveau belge. C'est ça vraiment la première chose à faire ? Coordination. 2, vraiment la sensibilisation de ce que nous pouvons faire, parce que ce que nous pouvons réaliser, il faut être fier de ce que nous pouvons réaliser. Allez, le CEO de ArcelorMittal était sur le plateau avec un autre président de parti. Il disait, il y a 20 millions de tonnes de déchets d'acier européens sont exportés aujourd'hui. Si on peut les garder ici, c'est un atout pour notre économie. Et donc, investissons là-dedans, faisons de recherche et développement dans ce domaine-là. Et donc, 1, collaboration. 2, recherche et développement. 3, pas de gold plating, faisons ce que l'Europe a déterminé, n'allons pas plus loin parce que alors on mène nos entreprises dans une situation défavorable en termes, par exemple, de compétitivité et autres. Jean-Marc Nollet, c'est facile, dans un pays comme le nôtre, d'arriver à mieux coopérer alors qu'on a un découpage régional pour beaucoup de ces matières quand même. Alors ça dépend pour partie des personnes. Et si les personnes se parlent entre elles et si elles sont volontaires dans la coopération, c'est facile. Ça peut se faire et ça se fait. C'est aussi facilité si jamais les institutions elles-mêmes arrêtent de tout diviser. Et effectivement, si on arrive à renforcer le pouvoir d'action du fédéral. Et moi, je suis très fédéraliste en la matière. Je suis pour que le gouvernement fédéral puisse donner des cadres qui, après, doivent se décliner dans chacune des régions. C'est un peu l'inverse du processus institutionnel belge centrifuge actuel. Mais je plaide pour ça. Et j'ai vu que des partis flamands, récemment, ont aussi fait évoluer leur propre doctrine en la matière. Parce que, comme vous le disiez, M. Timmermans, on est un si petit pays. Ça ne sert à rien de diviser encore plus. Il y a des spécificités dans les régions, c'est évident. Bien sûr. La Wallonie n'est pas Bruxelles, Bruxelles n'est pas la Flandre. Mais voyons ce qu'on peut faire en commun et renforçons ces alliances-là plutôt que de subdiviser encore plus. Alors, on va maintenant passer au deuxième thème de l'émission et on va parler de concurrence équitable. C'est donc le moment d'accueillir l'entrepreneur qui va nous accompagner. Bonjour René Branders. Bonjour. Alors vous êtes le CEO de la FIB Belgium et vous êtes également le président de la FEB. Alors pour ceux qui ne connaissent pas FIB Belgium, d'abord je vais préciser que vous êtes la 3e génération active dans cette entreprise, donc histoire familiale et grande histoire familiale d'ailleurs. Mais que produit votre société ? Nous sommes équipementiers dans le domaine de la trifierie, l'industrie du fil métallique. Et nous produisons, nous étudions les machines qui permettent de donner les caractéristiques mécaniques à ces fils. C'est ce qu'on appelle des lignes de traitement thermique ou de surface, en fait. Alors, votre entreprise, elle n'est pas connue qu'en Belgique. À vrai dire, elle est même encore plus connue à l'étranger qu'en Belgique, peut-être, puisque 98% de votre production, elle est destinée à l'exportation. Alors, quels sont les obstacles les plus importants que vous rencontrez en ayant finalement si peu de clients belges, mais tellement de clients aux quatre coins de la planète ? Oui, on est présent, on fournit pas moins de 62 pays sur la Terre entière. Et les grosses difficultés auxquelles on fait face sont souvent, sur le plan européen d'abord, des questions normatives particulières qui sont discordantes d'un pays à un autre. La mise en œuvre par nos concurrents qui ne sont pas européens de matériaux qui sont par ailleurs interdits sur le territoire européen et que nous retrouvons dans les équipements de nos concurrences. Et last but not least, on parle maintenant d'économie, de circularité. Lorsqu'on veut éviter les transports, on essaye de produire certaines pièces sur place. Et le mécanisme européen en matière de TVA entre tripartites est abominable. Nous sommes obligés de ramener des marchandises de pays européens pour revenir en Belgique, pour repartir dans ce même pays.
Peter Timmermans, c'est quand même la concurrence équitable, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ça pose encore problème, mais c'est extrêmement important pour la Belgique, puisque l'essentiel de notre PIB il repose sur les exportations. En effet, je voudrais citer 2 chiffres pour illustrer cela. 94,2% de notre produit intérieur brut dépend ou découle des exportations. 94,2%. Et 85% de la croissance mondiale s'effectuera d'ici 2030 en dehors de l'Europe. Donc ça veut dire que pour notre petite économie exportatrice, il est extrêmement important que nous pouvons exporter nos produits, que nous pouvons garder les marchés internationaux. Peut-être encore davantage exporter dans le monde entier, parce que notre prospérité en interne, notre richesse ici dépend de notre capacité d'exporter. Si nous ne pouvons pas exporter nos produits, ce sera un appauvrissement de notre économie et de notre société. Un appauvrissement. Je vais encore vous poser une question avant de donner la parole à Jean-Marc Nollet. Le premier champ d'action que vous mentionnez dans votre mémorandum, ce sont les accords de libre-échange. Là-dessus, on a pris du retard par rapport aux directives européennes ? Oui, il faut encore ratifier 8 accords de libre-échange. 8. Et donc, j'appelle d'urgence au Parlement, aux différents parlements dans ce pays, de rectifier cela. On a parlé beaucoup de CETA à l'époque. C'était une opposition terrible contre le CETA. Aujourd'hui, les chiffres démontrent que c'est favorable à notre économie en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Et donc, la première chose que nous demandons pour le prochain gouvernement et pour les prochains gouvernements, c'est d'accepter dans leur accord de gouvernement qu'en dehors de 2 ans, un accord de libre-échange conclu au niveau européen soit ratifié en Belgique. Si vous faites partie de la majorité, c'est d'accord ou pas d'accord ? Sur l'accélération des processus, que ce soit d'ailleurs les traités de libre-échange ou bien la transposition aussi de directives européennes, parce que la Belgique a aussi du retard en la matière, sur une accélération, oui. Mais attention, il y a traité de libre-échange et traité de libre-échange, parce qu'on sait par exemple que le Mercosur est en discussion. Je veux dire, on doit aussi veiller à ce que nos agriculteurs ne soient pas pénalisés en la matière, parce qu'autrement, on favoriserait certains au détriment d'autres. Donc moi, ce que j'essaie d'envisager toujours, c'est aussi le cadre européen, plus d'Europe en la matière, une Europe qui est capable d'aller plus vite, plus loin, mais le libre-échange, c'est aussi se protéger, nous, et protéger l'Europe, parce que quand j'entendais dans vos illustrations le fait que des produits qui sont interdits de fabrication chez nous peuvent, comme ça, arriver sur notre marché, là, je pense qu'il y a un souci. Donc moi, je plaide sur ce volet-là pour des clauses miroirs dans nos accords de libre-échange, pour que ce que nous-mêmes on se donne comme norme, eh bien on ne soit pas victime d'autres pays qui pourraient, eux, se permettre d'importer chez nous des produits qu'on ne pourrait pas fabriquer ici. Et ayons un peu de chauvinisme européen. Je ne place pas le chauvinisme au niveau de l'État. Quand on voit ce que les États-Unis font avec le dernier acte qu'ils ont pris, c'est quand même un renforcement très fort de leur propre marché pour eux-mêmes. Quand on voit que les marchés publics, ça représente 14-15% du PIB, on se dit qu'il y a là aussi une marge de manœuvre pour qu'on soit plus européen en la matière. Et je pense que le tout dans le tout, alors ça fera qu'effectivement nos entreprises peuvent s'y retrouver. René Brandrsa, ça suffirait pour vous, parce que quand même vous avez beaucoup de limites. Vous êtes face à 62 pays, vous l'avez dit, et c'est pas 62 fois des règles différentes, mais c'est quand même certainement une bonne vingtaine de fois au moins des règles différentes. Mais déjà dans l'Europe, voilà. Actuellement au niveau européen, nous avons des normes européennes, mais nous avons du gold plating dans certains pays. Il faut savoir que nous avons encore des normes de l'époque soviétique qui sont encore d'application au sein même de l'Europe actuellement, les normes GOST, et qui sont en contradiction avec nos normes européennes. Donc voilà, ça pose un problème. Nous avons des exigences au niveau de l'Allemagne avec le TÜV qui viennent là au-dessus, pour lesquelles la même application ici en Belgique n'est pas appliquée ici. Bon, nous devons, à mon avis, revenir sur un playing field qui permet de s'aligner, parce que vous êtes allemand, vous vendez beaucoup plus facilement, vous suivez les normes TÜV, c'est facile. Nous, comme Belges, on doit avoir accès à ces normes. Ces normes sont en allemand, elles ne sont même pas en anglais, puisque la langue est aussi là. Les gosses sont encore en polonais, pour être précis. Voilà, ce level playing field, pour moi, c'est important d'avoir des choses qui est une instrumentalisation positive
comprise, mais exigée aussi pour les produits qui rentrent dans l'espace européen et qu'on soit équivalent comme fournisseur européen avec les autres. Peter Timmermans, je voudrais vous entendre là-dessus. Pour vous, le gold plating, c'est un handicap pour les entreprises. C'est dramatique pour des entreprises exportatrices, parce qu'on est dans un marché assez concurrentiel. Et désolé de le dire, mais l'indice de réparabilité était l'exemple type de ces derniers mois. On sait qu'une législation européenne sera votée prochainement. Une législation donc applicable partout en Europe, de la même façon. Pourquoi est-ce que nos entreprises seront obligées de mettre quelque chose sur pied aujourd'hui qui ne sera pas nécessairement la même chose que l'Europe va exiger, donc dans quelques mois, quelques années, ils seront obligés de modifier de nouveau leur système et autres. Donc, c'est l'exemple type quand on parle de normes de produits, quand on parle de règles administratives ou de règles à suivre imposées par l'Europe. De grâce, appliquons ce qu'on a écrit dans l'accord de gouvernement, no gold plating. Jean-Marc Nollet, comment vous réagissez, vous, quand des gens disent qu'en Belgique, on a un peu tendance à pousser un peu trop fort et à amplifier les règles, qu'on veut toujours être les meilleurs élèves de la classe européenne, que limite on en fait trop? Voyons d'abord ce sur quoi on est d'accord. Plus d'Europe. Plus d'Europe, plus de décisions, plus de cadres définis au niveau européen pour notamment faire sauter les difficultés qu'on a avec le polonais ou avec l'allemand. Donc ça, c'est le point de départ, je pense. Est-ce que derrière ça, on ne peut pas, mais dans une version positive des choses, pas dans une version négative comme on a eu les exemples là, dire que sur certains secteurs, dans certaines approches, on peut être leader. Moi, je crois toujours qu'il y a aussi une prime à ceux qui sont en avance. Évidemment, il suffit de bien voir dans quel secteur, dans quelle orientation, mais par rapport au développement durable, par exemple, on ne gagne pas à freiner nos réductions de gaz à effet de serre. Si la Belgique peut être en avance, elle ne l'est pas, hein. Malheureusement, elle ne l'est pas, hein. D'autres pays nordiques sont bien plus en avant que nous, y compris sur la mobilité aussi, thème qu'on abordera tantôt. Je ne vois pas où est le problème si on est en avance par rapport à une direction qui est inévitable. Même si ça freine la concurrentialité des entreprises. Au contraire, au plus on attend, au plus ça coûtera. Le coût de l'inaction, je parle du climat ici, hein, je ne parle pas de tout, hein, parce que je ne veux pas non plus globaliser, mais le coût, on sait qu'on doit aller vers le 0 CO2, hein, la décarbonation complète en 2050. On a un chemin, on a des étapes intermédiaires. Mais au plus on attend, au plus ça coûtera, et au plus on attend, au plus ce sera difficile. Certes, certains pays vont aller plus lentement que nous, la Pologne par exemple, ou d'autres. Mais qu'est-ce qui nous empêche, à partir du moment où on sait qu'on doit arriver au 0, pourquoi ne pas aller plus vite alors que au plus on attend, au plus ça coûte? C'est là que j'ai peut-être des petites divergences en la matière. Je crois que vous n'êtes pas tous d'accord là. C'est ça. Hein. René Branders, je vous vois quand même... Oui, je tique un peu parce que, en fait, bien souvent, je dirais l'objectif honorable de la vision politique va souvent beaucoup plus vite que celle des technologies où on parle d'hydrogène, par exemple, l'utilisation d'hydrogène. Savez-vous qu'au sein de l'Europe, il n'y a pas une norme de sécurité pour l'utilisation de l'hydrogène dans les équipements industriels? Plus d'Europe, oui, c'est définir une norme. Mais alors, ça se travaille, hein, ça prend 5, 6, 8 ans. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de plus de concertation, peut-être, avec les secteurs, avant de prendre des décisions au niveau politique pour implémenter des directives? Je ne suis pas sûr, en disant qu'il faut aller plus vite, qu'on arrivera plus vite à l'objectif à atteindre. Si on discute au niveau européen d'une trajectoire, d'un chemin à suivre, si tout le monde est d'accord au sein de l'Europe de suivre ce chemin-là, c'est déjà une bonne chose. Mais alors, imposer encore davantage des choses supplémentaires à nos entreprises, très exportatrices, très orientées vers l'exportation, c'est à ce moment-là que ça devient dangereux. Donc, je pense qu'en disant on veut aller plus vite, que peut-être on arrivera plus lentement ou plus tard à l'arrivée. Ça dépend sur quoi. Moi, je ciblais fortement le CO2 parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui gagnent sont celles qui vont le plus loin et le plus vite. Aussi à l'exportation en matière de CO2. Et là, je ne comprends pas, mais évidemment, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais je ne comprends pas la Flandre qui ne s'aligne même pas sur les objectifs européens. Là, on a un vrai problème. Là. L'Europe nous dit, on ne va pas aller au-delà, on va aller là où l'Europe nous dit, à savoir 55% globalement, 47% pour le non-ETS. Et la Flandre dit non, nous on fait que 40%.
Donc même là, simplement dans l'objectif européen, pas pour aller au-delà, on ne le fait pas. Nous disons, non, on doit aller à 47, autant y aller. On sait qu'on va devoir y aller. On sait qu'on va devoir y aller. L'Europe nous le dit. C'est pas pour aller au-delà de ce que l'Europe dit. Est-ce que sur ce secteur-là, on peut pas au moins se dire que ce serait quand même sain qu'on respecte ce que l'Europe nous dit? Mais alors, nos entreprises attendent des propositions concrètes. C'est un peu trop facile de l'Europe de dire « ça c'est l'objectif à atteindre, débrouillez-vous ». Et donc, au niveau interne, au niveau de la Belgique, quand il y a une différence de vue entre les régions, d'abord, il faut se parler, parce que le pays est trop petit. On l'a dit tantôt. On l'a dit tantôt. Mais alors, il faut dire également aux entreprises et aux citoyens, ça sont les mesures à prendre. Parce que dire, voilà, on est d'accord avec l'objectif à atteindre, mais on ne sait pas comment on va y arriver, alors il y a des gens qui vont se perdre dans ce... Être plus prévisible, c'est ça, vous voulez dire, un scaling oui, mais de mesures. Quand on fixe un objectif à atteindre, j'aimerais toujours les mesures pour y arriver. Ouais. Parce qu'autrement, certains gens ou certaines personnes, citoyens, vont se perdre. Ils vont dire, moi je serai la victime, je serai la personne qui doit payer, etc. Et donc il y a une inquiétude, tant au niveau des citoyens qu'au niveau des entreprises. Et ça, c'est à mon avis le but. Ce n'est pas de fixer un objectif, c'est de fixer des mesures pour arriver à cet objectif. Mais justement, puisqu'on parle de l'Europe, je voudrais quand même aborder un point avec vous, c'est celui de la présidence européenne. Vous, Peter Timmermans, dans le mémorandum de la FEB, vous avez adressé un message à toute la classe politique, bien que ce mémorandum ait été écrit plusieurs mois avant le début de la présidence. Ouais, nous avons, M. Branders et moi-même, nous avons reçu toutes les FEB de la zone euro à Bruxelles. Et partout, on a appris la même chose. Il y a le Green Deal d'un côté, mais où est le Industrial Deal de l'autre côté? Et ça, à mon avis, à notre avis, était une erreur commise au début. On a annoncé un Green Deal, mais on n'a pas dit comment y arriver. Et donc, associer à cela un Industrial Deal, et il ne faut pas être naïf. Hein? Le but n'est pas de dire, voilà, les Chinois, venez tous ici. Non, il faut être réactif et actif vis-à-vis de la Chine également, pour dire, voilà, il y a level playing field, mais il y a aussi ce côté industrial deal. Nous devons garder notre industrie ici en Europe également, et parce qu'autrement, ils vont se déplacer ailleurs où il y a moins de règles, d'exigences. C'est une opportunité pour la Belgique d'être à la tête de l'Europe, à la présidence de l'Europe pendant ces mois-là, pour donner un peu une impulsion, montrer vraiment ce qu'on fait ici. Oui, c'est votre but. Montrer ce qu'on fait ici, et dans le sens de ce que me dit M. Timmermans aussi. Et c'est pour ça que moi je plaidais tout à l'heure pour les clauses miroirs. À savoir que notre marché ne peut pas être envahi de produits qu'on interdirait de fabriquer ici. Est-ce que là-dessus on peut être d'accord? Est-ce que ça peut être quelque chose que la présidence belge met en avant? Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de protéger nos industries et même réindustrialiser un peu à la fois? Moi je le crois, sur un marché de plus de 500 millions d'habitants, inévitablement. Parce que, vous pensez bien, dans d'autres pays, on a difficile, alors vous êtes mieux placé que moi pour le dire, d'avoir accès. Parce que simplement, ils se mettent un cordon autour qui empêche nos entreprises d'avoir accès facilement là-bas. Et les États-Unis dérivent vers ça aussi. Et donc pourquoi l'Europe ne pourrait-elle pas se protéger davantage aussi? René Branders, je vous donne le mot de la fin, puisque vous étiez l'entrepreneur invité au cours de ce débat. Qu'est-ce que vous avez retenu et surtout quels sont encore vos desiderata pour que votre entreprise et les autres qui sont dans votre situation puissent être plus concurrents? Je rejoins M. Nollet. Plus d'Europe. Mais pour ça, il faut une Belgique cohérente. Une seule parole, et malheureusement, l'alignement au niveau des régions est complexe. Ce qui fait que finalement, on s'abstient dans les votes. Moi, je rêve d'une Belgique dans laquelle on se met d'accord fermement entre les régions, on défend notre point de vue, on est apprécié au niveau européen pour nos compétences techniques, et on aligne et on défend ses positions. Une chose. Et puis la deuxième chose, quand l'Europe a passé beaucoup de temps avec ses spécialistes et ses experts à décider qu'une roue soit ronde, il ne faut pas décider qu'elle devienne carrée, parce qu'on pense que c'est mieux. Et donc, tenons-nous à ça. C'est difficile déjà de décliner ça effectivement dans le projet économique, dans le projet socio-économique, compris par la société. Le cadre politique est de nous accompagner comme citoyens, comme entrepreneurs, à décliner ces décisions, à les mettre en œuvre pour le bien de notre pays, pour le bien de notre communauté, et pour revenir sur ce
level playing field, cette équivalence du jeu de cartes, si je puis dire, à travers toute l'Europe, comme Belge, par rapport à nos collègues européens. Sur le vote, moi aussi, je regrette que la Belgique soit autant appelée à s'abstenir. Et donc là, il faut vraiment, dans le cadre de la prochaine échéance électorale, redonner du pouvoir d'arbitrage au niveau fédéral. C'est le seul qui est capable de dépasser les divergences et d'assumer une position au nom de la Belgique. D'ailleurs, l'Europe, très souvent, ne regarde que le fédéral. Mais ça va se passer comment pour arriver à cette décision? Ça va être des démissions en cascade parce que certains s'opposent à ce qu'au bout d'un moment, le fédéral tranche et que certains ministres disent non, moi, j'assume pas cette position? Alors que certains ministres régionaux n'assument pas la position, ça peut arriver. Mais ce qui compte, c'est que le gouvernement fédéral puisse arbitrer au cas où il y a divergence de vue entre les régions. Parce que pour l'instant, si une région dit blanc et l'autre dit noir, on doit s'abstenir. Mais en fait, on ne compte plus. Et donc, il faut que le gouvernement fédéral, qui est composé d'ailleurs de ministres venant de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie, donc il doit être. Mais ils sont tous les jours au travail ensemble. Tandis que les gouvernements régionaux doivent l'être davantage, les comités de concertation, les conférences interministérielles, ça prend du temps. Moi, je plaide en tout cas, et je pense que c'est le bon modèle pour que le fédéral puisse arbitrer plutôt que de devoir s'abstenir. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, messieurs? Mais moi, je suis d'accord au moment qu'il y ait une décision et que la Belgique puisse se prononcer au niveau européen. Comme M. Brandes l'a dit, souvent on entend de nos collègues, oui, la Belgique va s'abstenir. Ça, il faut éviter à tout prix. Alors sur cette unanimité, je referme cette deuxième partie du débat et on va aborder le troisième et dernier thème, la mobilité. En dépit des mesures prises, les routes belges restent encombrées, l'efficacité des transports n'est pas optimale, le transfert modal reste encore limité et les émissions de gaz à effet de serre, nous n'en sommes toujours pas débarrassés. Alors quelles sont les solutions préconisées par la FEB? C'est l'executive manager du Centre de compétences énergie, climat et mobilité à la FEB qui va nous les présenter. Bonjour Olivier van der Maren. Alors, comment peut-on faire pour améliorer la donne? Vanessa, pour la FEB, une mobilité performante qui répond aux défis sociétaux ne peut être envisagée qu'avec des infrastructures en suffisance, notamment au niveau des bornes de recharge, les pistes cyclables, le rail ou les plateformes multimodales. Ces infrastructures doivent par ailleurs être entretenues, modernisées et les flux sur celles-ci gérés de manière optimale. Ceci doit se faire dans le cadre d'une vision sur l'ensemble de nos infrastructures et leurs évolutions en fonction du rôle que chaque mode de transport jouera demain, individuellement ou collectivement. Notons qu'en termes de financement des infrastructures, les partenariats publics-privés peuvent être une bonne solution. D'autres éléments que l'infrastructure sont importantes, comme la qualité des transports en commun, le verdissement de notre parc, un cadre réglementaire ouvert aux nouvelles technologies, le partage des données ou encore la mise en place d'une fiscalité qui oriente les investissements et les comportements, tant des citoyens que des entreprises. C'est dans ce cadre que la FEB plaide pour la mise en place d'une redevance kilométrique intelligente, variant en fonction de la pollution et de la congestion et qui dépendrait du lieu où on se trouve et du moment de la journée. Voici quelques éléments qui pourront vous inspirer lors de votre débat. Je vous remercie. Merci Olivier van der Maren. Alors Peter Timmermans, le coût des embouteillages à la FEB, vous l'avez chiffré, 3,6 milliards d'euros. Et ça, c'est même pas pour un an. Ça, c'est pour janvier à septembre 2023. Alors, comment vous avez fait pour avoir cette vue d'ensemble? Avec la FEBIAC, qui est la Fédération de l'Automobile et du CIL, vous avez créé un outil que vous avez appelé le Belgian Mobility Dashboard. En quoi ça consiste? On s'est rendu compte qu'on en parle beaucoup de la mobilité. Et tout le monde se rend compte qu'il y a un problème. Le matin, on entend des nouvelles à la radio, mais jamais on avait un chiffre. Jamais on disposait d'un outil qui calculait l'impact. Et alors on a développé avec notre fédération membre FEBIAC un outil, le Belgian Mobility Dashboard. Et c'est beaucoup plus que uniquement les embouteillages. Nous sommes en train d'y intégrer également les données relatives au train, au transport en commun, des charges des bornes de recharge et autres. Donc, pour avoir une bonne idée de ce que c'est qu'est-ce que sont les problèmes de la mobilité. Parce qu'en se basant sur des data, des données, des chiffres et autres, on peut mieux proposer des idées, des propositions concrètes. Si on veut résoudre ce problème, à quoi elle doit ressembler la mobilité de demain? Alors, elle doit être davantage partagée.
elle doit être davantage orientée vers les transports en commun, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de voitures, évidemment. Ce qui veut dire que les voitures doivent être utilisées quand il n'y a pas d'alternative. Elle doit être aussi beaucoup moins polluante qu'aujourd'hui, et pas que pour le CO2. Le problème, c'est aussi la qualité de l'air, la respiration qu'on a. Et puis je pense, et on l'a vu aussi avec la Covid, qu'on peut aussi se passer d'une partie de la mobilité. Pas de tout, mais d'une partie de la mobilité. Et moi, je dois dire que le travail de la FEB sur la mise en débat public de ce chiffre du coût de cette mauvaise mobilité est une donnée essentielle, en fait. Ça fait déjà plusieurs années et tout le monde se réfère au chiffre que la FEB donne parce qu'il est crédible, il est fort, il est solide, mais selon moi, il n'y a pas encore assez d'action derrière. C'est quand même paradoxal de se dire qu'on a un système de mobilité qui coûte 3,6 milliards, alors pour janvier à septembre, donc je pose 5-6 milliards en fin d'année, qu'on pourrait, sans rien supprimer, réinjecter dans l'économie réelle, parce que c'est un coût pour l'économie, en fait. C'est aussi un coût pour les soins de santé, évidemment. Alors ça nécessite des investissements, mais comme on l'a dit, des investissements dans l'infrastructure. Je ne crois pas qu'en Belgique, il y a encore besoin de beaucoup construire d'autoroutes. Quand on voit la densité de nos routes, on est le premier pays européen en termes de densité de voirie. Mais par contre, l'entretien, le renouvellement des trains, c'est essentiel pour moi. Le fait de travailler avec des voitures partagées, le fait de multiplier les bornes électriques, parce qu'on a un retard aussi en la matière assez impressionnant, en fait, par rapport à d'autres pays. Il me semble que tout ça doit être une des priorités du prochain accord de gouvernement, mais tout niveau de pouvoir confondu à nouveau. Tout niveau de pouvoir confondu. C'est beaucoup plus que des investissements. Il faut l'entretien des rues et des autostrades et autres. Il faut des investissements supplémentaires, certainement dans le rail, et pas uniquement le transport des passagers, mais encore plus le transport de marchandises et autres. Et on a d'ailleurs un plan, on a développé un plan Railroad Map 2030, en voie d'exécution important, mais il y a encore d'autres mesures à prendre. Si on veut vraiment qu'on puisse livrer la nuit et le matin au sein des grandes villes, il faut que les mesures de droit de travail le permettent. Les Jeux olympiques de 2008 à Londres, ils ont décidé à ce moment-là que toutes les livraisons se font le matin tôt ou le soir tard. La législation a été adaptée. Chez nous, c'est pas possible. Quand vous arrivez le mardi et le jeudi à Bruxelles, vous avez des embouteillages. Parce qu'à 8 h du matin, tout à coup, on voit des camions de la ville se circuler dans la ville qui bloquent des carrefours et autres. On peut facilement trouver des solutions pour qu'il y ait un équilibre entre le transport en commun au sein de la ville, mais aussi, pour certaines choses, on a besoin d'une camionnette, d'une voiture ou d'un autre... Ou d'un vélo cargo pour le dernier kilomètre. Oui, mais le vélo cargo, on ne prend pas beaucoup de choses dessus. Là, je crois qu'il parle vraiment de grosses livraisons. Vraiment des grosses livraisons. Et donc, ça veut dire que même aussi au niveau des relations sociales, du droit du travail, de l'organisation du travail, il faut être ouvert à des changements. Et aussi créer des parkings, alors. Et troisième élément, si nous voulons que des gens prennent plus le train, il faut que le train soit à l'heure, à temps, etc. Ça reste un problème. Et quand je dois constater que pour des choses d'organisation interne, qu'on fait des grèves de 48 heures et autres, mais ça n'encourage jamais les gens à prendre le transport en commun. Donc il faut gérer, je dirais, la SNCB comme une entreprise commerciale qui a des besoins, il faut leur donner des moyens pour faire des investissements, certes, mais aussi leur donner la possibilité de gérer comme une entreprise moderne et créer et engendrer des gains de productivité, pour le dire économiquement. Et donc, voilà, la politique de mobilité a besoin de beaucoup plus que simplement des investissements. Est-ce que c'est un jour possible que les choses fonctionnent comme ça et qu'on ait des timings à respecter, qu'il y ait des choses comme celle-là en dehors du droit de grève, etc. Alors, parce que là, c'est encore... C'est une mission publique.
La mobilité, le transport en commun, par définition, c'est une mission publique, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être de qualité. Pour moi, je suis assez d'accord avec l'idée qu'il faut pouvoir trouver des trains qui arrivent à l'heure, qui partent à l'heure, où on peut se trouver en place assise sans être aux heures de pointe. Ça existe dans d'autres pays, ça doit être possible chez nous aussi. Et je suis aussi d'accord sur le fait que les investissements, ce n'est pas que l'infrastructure, c'est l'entretien. Et c'est le renouvellement aussi des locomotives, par exemple, avant qu'elles n'arrivent à terme, de telle sorte qu'on puisse y retrouver. J'invite quand même à avoir une réflexion sur la dimension de la mobilité voiture, parce que je rejoins dans ce que vous dites tout à l'heure, à savoir que ce n'est pas partout la même situation. Bruxelles est une situation... On peut penser dans les Ardennes, on peut penser dans les coins retranchés du Hainaut aussi, mais c'est pour ça que, dans ce que j'ai entendu tout à l'heure, il y avait quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect intelligent de la fiscalité qui doit être organisée. Elle ne doit pas être la même... au même moment pour tout le monde. Quelle que soit l'heure de la journée. Voilà, si on parle des congestions, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui traversent notre pays. Oui, tout à fait. Quand nous allons en vacances en France, on paye le péage. Le péage. Certains essayent d'éviter, mais d'autres disent « Ok, je paye le péage pour être le plus vite à mon endroit ». Quand on traverse la Belgique, la redevance kilométrique, ça pose problème. J'ajoute immédiatement une redevance kilométrique intelligente uniquement pour Bruxelles ou uniquement pour la Flandre ou uniquement pour la Wallonie. Arrêtons le débat. Il faut le faire partout pour le pays dans son ensemble. Donc régional, mais pour tout le monde. Pour fédéral, en fait. Fédéral, national. Enfin, si j'entends bien. Fédéral. Et il faut que ces moyens soient investis dans le transport et autres éléments. Et alors, il faut supprimer d'autres taxes, des taxes qui pèsent sur la possession ou le fait qu'on possède une voiture. Oui, il faut les supprimer, parce qu'on va autrement, c'est une taxe supplémentaire, une taxe plate supplémentaire sur les citoyens. Je suis d'accord, on doit faire un switch. Vous êtes d'accord alors de supprimer la taxe sur la voiture ? Faire un switch fiscal de telle sorte que la taxation soit intelligente. Aujourd'hui, elle est tout sauf intelligente. Aujourd'hui, on paye exactement la même chose via les accises. Mais avec l'électrification du parc automobile, on doit de toute façon repenser ça au niveau fédéral. Pour l'instant, on pense beaucoup taxes kilométriques par les régions, mais avec le fait que les voitures vont être électriques, il n'y aura plus les accises sur les carburants fossiles. Donc, de toute façon, le fédéral doit lui-même repenser. C'est l'occasion, c'est l'opportunité pour moi d'avoir une vue d'ensemble, en fait. Et la seule chose dont on doit s'assurer, c'est avoir suffisamment d'électricité. Alors ça, c'est aussi évidemment important, et les bornes de recharge. Quelqu'un qui viendrait travailler à Bruxelles, qui viendrait travailler à 4h du matin, il prend son shift à l'usine à 4h du matin. Est-ce que cette personne-là, elle est soumise aussi à la taxe kilométrique ? Parce qu'à 4h du matin, elle n'a pas trop le choix. Mais elle est intelligente. De venir en voiture. Et donc, exactement. Et donc, elle est intelligente. Elle est très différente si c'est à 4h du matin sans alternative, de si c'est à 7h30 alors qu'il y a des trains. C'est ça l'aspect intéressant. OK, c'est une vision kilométrique, mais qui est différenciée en fonction du moment où, idem pour celui qui part d'un coin reculé de Belgique où il n'a pas d'alternative possible. C'est ça la dimension intelligente, enfin en tout cas telle que nous on la conçoit, mais je pense qu'on se rejoint sur ce volet-là. Mais ça veut dire qu'il va falloir quand même pas mal d'argent. Est-ce que cette taxe kilométrique, elle va suffire à financer tout ça ? Parce qu'il faut quand même aussi parler du fait qu'il va falloir rajouter des bornes et qu'on est loin encore du compte par rapport au jour où on devra tous rouler à l'électrique. Mais là, mon collègue a parlé du PPP, du partenariat public-privé. Voilà. Je pense que les moyens de l'État sont limités. C'est un fait. Augmenter les taxes, non. Je pense qu'on est d'accord aussi. Sans taxes supplémentaires. Et donc, soit endettement supplémentaire, soit on fait appel à des partenariats privés-publics. Mais ça veut dire qu'il y a une certaine ouverture de la part des autorités publiques pour ce partenariat. Jusqu'à présent, j'entends souvent, c'est une mission de l'État. Finalement, tout ce que j'entends, ce sont des missions de l'État. Et quand l'État doit faire tout, l'État n'a pas l'argent. Et ici, pour les bornes, parlons de ces bornes-là, je pense qu'il y a un business model à développer où l'État peut créer le cadre. Et à l'époque, pendant les années 50-60, on n'a quand même pas imposé des pompes à essence à chaque coin de la rue via une directive Belgique, au niveau Belgique, non. On a laissé jouer le marché, la libre concurrence. La concurrence, et ici dans ce domaine-là, et vous voyez, honnêtement, l'électrification des automobiles, des véhicules, ça évolue à une vitesse incroyable, beaucoup plus vite qu'on le pensait au début. C'est grâce à
la recherche-développement, les inventions, de la technologie, des business models développés et un cadre stable, mais pas trop contraignant. Oui, et c'est aussi, allez, si je peux me permettre, c'est aussi grâce au fait que le gouvernement fédéral, Vivaldi, a décidé que les voitures Stadler, les voitures de société devaient être électriques d'ici 2026. C'est un cadre qui crée aussi le fait qu'on achète en Belgique beaucoup de voitures de ce type-là, qui après seront sur le marché secondaire. C'est un cadre que le gouvernement a créé aussi pour que... Heureusement, ce cadre-là, mais les idées initiales, c'était autre chose. Mais enfin, ça, c'est pour un autre débat. Mais juste encore un point, parce que l'installation de bornes chez le particulier, c'est aussi avec une déduction fiscale pendant quelques années, de telle sorte qu'il y ait une sorte d'impulsion en la matière. Et quand moi je vois les bornes se développer, par exemple, sur les parkings des grandes surfaces, c'est assez intelligent aussi de ce point de vue-là. Ça, c'est pas l'État lui-même qui le fait. Donc, je me dis, il y a moyen, sans dire qu'on va mettre des pompes d'essence maintenant partout et que ça va être l'État qui va s'en occuper, de trouver des solutions aussi. Messieurs, merci à tous les deux pour cette discussion constructive. Et puis, merci à vous aussi qui nous regardez chez vous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis en studio. Vous retrouverez leurs interviews et les images des coulisses de l'émission dans Let's Talk Elections Weekend. Ce sera le samedi et le dimanche. Belle fin de journée et à très bientôt sur Canal Z.